je crois utile de se poser la question, nous, conseil, on fait tous du conseil, on fait du conseil de défiscalisation, et on a parfois cette interrogation, mais est-ce que c'est bien, même moralement, est-ce que c'est bien de conseiller aux gens de défiscaliser comme ça, à tout va? Alors, on fait ça prudemment, on fait ça intelligemment, bien sûr. Et puis, on va au-delà, parce qu'avec nos clients, nos amis, mais souvent on discute fiscalité, et finalement, la fiscalité, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Est-ce qu'il y en a trop, est-ce qu'il n'y en a pas assez? Et moi, aujourd'hui, puisque c'est un club d'experts en patrimonialité aussi, fiscalité patrimoniale notamment, mais je viens poser la question, la fiscalité jusqu'où? Et à partir de quand c'est plus nuisible qu'utile? Et je crois que c'est une question qui mérite d'être posée et peut-être à laquelle il mérite d'essayer de répondre. Essayez, parce que chacun peut avoir ses réponses, bien sûr, et je comprendrai que vous ne soyez pas d'accord avec moi, mais je vais essayer de vous expliquer quelle est mon opinion et sur quoi je la fonde. Alors, la fiscalité, chacun sait que depuis 30 ans, vous avez les petits schémas ici, on reste dans des zones stratosphériques. Entre 40, un peu plus de 40, et 45, on est même monté à 46, 47, à dire vrai. Là, ce sont des données, j'ai voulu être le plus objectif possible. J'ai pris les données de la banque postale des collectivités locales. C'est vous dire que j'ai pris les références d'un acteur complètement administratif, technocratique de notre pays, pour ne pas être contesté. Donc, on est à des niveaux extrêmement élevés de prélèvements obligatoires. Aujourd'hui, on est à 45% à minima. Et on voit sur ce tableau, c'est ce qui est intéressant, parce que ça va sous-tendre un peu mon exposé, on voit que, au fond, depuis 30 ans, si je mettais 20 ans encore avant, ce serait bien plus, ce qui augmente le plus, ce sont les prélèvements sociaux, ce qui est en jaune. Ensuite, alors, en pourcentage, c'est ce qui augmente le plus. En valeur, ça vient après les prélèvements sociaux. Ce sont les prélèvements des administrations publiques locales, c'est comme ça qu'on les baptise, c'est-à-dire en fait essentiellement des collectivités locales. Et puis on constate qu'au contraire, les prélèvements de l'État, des administrations centrales, eh bien, en pourcentage, ils se réduisent assez sensiblement. Vous le voyez, on passe de 45 à 31,6% du total. Donc, voilà l'état, finalement, de la situation. Ce qui est sûr, c'est que la France, à ces niveaux de prélèvement, chaque fois, c'est aujourd'hui 10 points de plus de dépenses. On dépense en gros 10 points de plus de PIB, produit intérieur brut, qu'on ne récolte sous forme donc, de fiscalité ou de prélèvements sociaux. La différence, les 10 points d'écart, ce sont des revenus patrimoniaux de l'État lui-même ou des emprunts, essentiellement, pour l'essentiel. Puis il y a aussi un certain nombre de retraitements compliqués. Nous sommes, au niveau de l'OCDE, selon une étude que nous avons faite en relation avec un think tank international dont nous sommes partenaires, ou qui sont nos partenaires, la Tax Foundation, nous sommes au niveau de l'OCDE, en termes de fiscalité, les derniers de la classe, 36e sur 36. Le taux de prélèvement IR-IS 2018. Je n'avais pas encore 2019. C'est notre dernier relevé qui s'est fait fin 2019 sur les chiffres 2018. Nous sommes 36e sur 36 en termes de taux maximum de l'impôt sur le revenu, en termes de taux maximum de l'impôt sur les sociétés. Nous avons globalement les plus hautes taxes foncières, les plus hauts prélèvements sur le patrimoine, et j'y reviendrai, et nous avons la fiscalité la plus complexe et la plus changeante. On a finalement à peu près la totale. Il y a quelques points. Par exemple, la fiscalité la plus élevée, si on prend tout, non, on est 35e. Voilà. C'est pour vous situer le décor. Alors, bien sûr, en soi, il n'est pas anormal. Je ne suis pas du tout ce qu'on appelle, vous savez, libertarien. Il y a des gens qui disent on ne veut plus d'État, on n'a pas besoin même de collectivité. Non, moi, je ne tiens pas du tout ce discours-là. On a évidemment besoin d'un État. Il est normal de payer des impôts parce que nous avons des services en contrepartie.
Mais il y a un moment où trop, c'est trop. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que non seulement l'impôt atteint notre porte-monnaie et au-delà d'un certain niveau, et c'est très important néanmoins, quand l'impôt atteint trop à notre porte-monnaie, il nous empêche de dépenser des choses normales, voire parfois essentielles, et en fait, c'est tout de suite une atteinte à la croissance, pour une raison que j'explique de mon point de vue, mais c'est le point de vue de beaucoup d'économistes, pas tous bien sûr, mais de beaucoup d'économistes, parce que la dépense des individus est plus productive que la dépense des États. Pourquoi ? Alors, un certain nombre de partisans de la collectivisation vont vous dire le contraire, peut-être certains parmi vous. J'explique pourquoi est-ce que la dépense de l'individu, d'une manière générale, c'est pas évidemment il y a des exceptions, mais d'une manière générale, parce que en fait, toute dépense doit être faite pour l'individu. Elle n'est pas faite pour l'État, et j'y reviendrai. Et parce que l'individu, il va chercher son optimum, son meilleur rapport qualité-prix, alors que l'État va poursuivre un projet global, presque philosophique, chercher à faire le bien des autres, dans une évaluation prix-qualité, prix-rendement, prix-satisfaction, qui est toujours un peu flottante, pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas l'aune, la mesure du marché. Donc, c'est la raison pour laquelle, et on peut le démontrer, je crois foncièrement que trop d'impôts, c'est une atteinte à la croissance, et si c'est une atteinte à la croissance, c'est évidemment une atteinte aussi à notre bien-être. Alors, pourquoi plus de pression fiscale, moins il y a de croissance ? C'est ce que relève l'OCDE. Cette phrase que je mets ici est une phrase qui a été citée dans plusieurs rapports de l'OCDE, mais ceci dit, elle est là parce que aussi de très nombreux économistes nous ont démontré que, effectivement, lorsque les dépenses publiques sont excessives, eh bien, en fait, la confiance est tarie, c'est-à-dire que l'individu, ça va donc au-delà de ce problème de dépense, d'efficacité de la dépense que j'évoquais, l'individu perd confiance, il en vient à optimiser, enfin maximiser la méfiance par rapport à la confiance qu'il a dans les institutions, et lorsqu'il n'y a pas de confiance dans un pays, notamment sur le plan économique, eh bien, il y a à ce moment-là une attitude de réserve, voire de repli sur la dépense en particulier, et donc de décroissance ou de réduction de la croissance. Alors, je vais citer parmi beaucoup d'autres, par exemple, une étude de chercheurs anglais du Center for Policy Studies, qui ont fait donc leur relevé sur de très nombreux pays dans une période de 10 ans, 2003-2012. Intéressante parce que avant la crise, après la crise. Et dans toutes ces années, globalement, que ce soit avant crise, au moment de la crise ou après crise, leur constat est absolument sans appel. Les pays qui ont des prélèvements obligatoires de plus de 40% ont une croissance moyenne sur cette période très diverse, donc qui est inférieure à ceux qui ont des prélèvements eux-mêmes inférieurs à 40%. Il y a un écart de plus d'un point, 3,1% pour ceux qui ont des prélèvements bas, 2% en moyenne dans les pays de l'OCDE pour ceux qui ont des prélèvements élevés. Et le problème, là, vous voyez, est que, en fait, les Français, et peut-être vous-même, ont une sorte d'ancrage dans leur esprit que, finalement, quand ça ne va pas bien, il suffit que l'État dépense plus et ça booste la consommation, et en boostant la consommation, ça relève le pays. Cette vieille idée, qu'on va baptiser de keynésienne, même si la pensée de Keynes est infiniment plus complexe. Il disait cela, mais il ne disait pas de le généraliser. Il disait, dans certains cas de crise aiguë, et sous certaines conditions, on peut faire comme ça. Mais sauf qu'on a interprété Keynes comme, chaque fois qu'il y a un problème, il faut que l'État dépense pour relancer la consommation. Alors, c'est très étonnant parce que, en fait, si véritablement
chaque fois que ça allait mal et que l'État remettait de l'argent, dépensait plus, ça relançait le pays, on aurait des taux de croissance vertigineux aujourd'hui. Puisqu'on ne cesse depuis 40 ans d'avoir des budgets en déficit, ce qui veut dire qu'on remet plus d'argent qu'on en prélève, et donc qu'on devrait relancer la machine tous les ans. Or, ce n'est pas le cas. Et c'est même non seulement pas le cas, mais exactement l'inverse qui se passe. Alors, j'ai ici marqué dans ce petit tableau, je l'ai mis peut-être un peu pour meubler au passage mon propos, mais pour montrer combien c'est important cette notion de croissance. Parce que quand on a une croissance de 4% par an, ça veut dire que le revenu global moyen des gens, il double en 18 ans. Quand la croissance, comme aujourd'hui, elle est de 1%, il double en 72 ans. Donc pour les gens, c'est-à-dire chacun d'entre nous, c'est de la moyenne bien sûr, hein, mais ce n'est pas la même chose. Et effectivement, on peut regarder tout simplement. C'est très simple. La décennie 60-70, les dépenses publiques en France, 35%. La croissance annuelle, 5,5%. La décennie 2010-2019, 56%, 1,5%. Alors évidemment, ça n'est pas le seul critère. Je ne vous dis pas qu'il y a un rapport mathématique. Tous ceux qui nous disent que l'économie, c'est simplement une suite de rapports mathématiques et d'équations, ils se trompent forcément. Toute explication unique, unidimensionnelle, elle est forcément fausse. Donc je ne vous dis pas que l'augmentation des prélèvements va immédiatement impacter et réduire la dépense. C'est l'un des facteurs parmi d'autres, mais c'est un facteur essentiel, parce que non seulement c'est un facteur monétaire, donc efficacité de la dépense, mais c'est un facteur psychologique, la confiance, qui est essentiel. Et ce que je viens de vous dire sur la notion de croissance et d'économie et de prélèvement d'une manière générale, c'est encore plus vrai, puisque j'ai bien compris que nous étions dans un club patrimoine et vous aviez une journée patrimoine, et c'est encore plus vrai sur le plan patrimonial. C'est-à-dire que l'atteinte à la propriété, c'est encore plus important que l'atteinte, par exemple, au revenu. C'est comme ça. On constate, l'atteinte à la propriété fait plus de mal, par exemple à la croissance, fait plus de mal à la psychologie des individus que l'atteinte que fait l'impôt, le prélèvement sur le revenu. Pourquoi ? Parce que c'est attenter à la personne aussi. Parce que la propriété, c'est un peu la personne. Et je vais m'expliquer. Alors, quel prélèvement sur le patrimoine ? Les prélèvements sur le patrimoine, évidemment, par exemple, d'abord les recettes des collectivités locales. Les recettes des collectivités locales, ce sont les recettes qui, pour l'essentiel d'entre elles, frappent d'abord le patrimoine, que ce soit jusqu'à maintenant, c'est en voie de disparition, même la taxe d'habitation, elle touchait quand même les locataires, donc c'est un peu différent, mais elle touchait le propriétaire locataire, le propriétaire habitant, utilisateur, usager, et c'est surtout la taxe foncière, et c'est essentiellement donc ces impôts qui ont beaucoup augmenté, je vous l'ai montré dès le départ, et on voit sur ce tableau que les recettes fiscales des collectivités locales ont été multipliées par 5 en 30 ans, et en valeur absolue, et par 2 en valeur constante, en euros constants, francs et euros constants, puisqu'il y a eu sur 30 ans les deux monnaies. On voit ici très bien que, en fait, la taxe foncière sur les propriétés bâties, elle a effectivement augmenté. Donc, elle a augmenté. Rien que la taxe. Tout à l'heure, je vous parlais des impôts locaux. Là, c'est la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle a été multipliée par 6,7 fois. C'est elle qui a augmenté le plus. 6,7 fois donc en 30 ans, 32 ans, et de 3,9 fois en monnaie constante, et en monnaie constante par habitant de 3,3 fois. Ce qui est quand même considérable. 3,3 en constant. C'est donc une atteinte véritable à la propriété, un peu sans fin. D'autant plus, on le sait, que la disparition de la taxe d'habitation va très vraisemblablement augmenter sensiblement, enfin conduire les collectivités locales qui n'auront plus que cet impôt. Alors il y a un micmac, vous le savez autant que moi, entre ressources additionnelles sur la TVA, taxes foncières sur les collectivités, sur les propriétés bâties qui vont passer aux régions et aux départements. Mais ceci dit, ce sera la ressource par excellence sur laquelle
les élus pourront jouer, et je pense qu'ils ne s'en priveront pas, bien sûr. On peut d'ailleurs, d'une manière générale, constater que, en France, les prélèvements sur le capital des ménages, c'est, alors je donne des chiffres là qui sont ceux de COE Rexecode. COE Rexecode, c'est un think tank, je rappelle pour ceux qui l'auraient oublié, qui en fait à l'origine a été créé par le patronat. C'est suspect tout ça, bien sûr. C'est ironique mon propos. Mais ceci dit, COE Rexecode a su prendre son autonomie et il a toute son objectivité. Ses chiffres sont reconnus. Et donc, il nous dit, en 2018, les prélèvements sur le capital des ménages, c'est 4,7% du PIB, sur le patrimoine, sur le capital. Alors ça inclut tout, on va y venir. Et c'est 2 fois plus, par exemple, que l'Italie ou l'Espagne. Parce qu'on dit souvent, oh, la France, c'est comme tous les pays du Sud. Non, non, c'est 2 fois plus que l'Italie ou l'Espagne. Et oui, ce n'est pas les pays du Nord, c'est 3 fois plus que l'Allemagne. Alors, on comprend des choses. Pourquoi est-ce que l'Allemagne va bien? Tiens, peut-être que ça joue. Là aussi, c'est un élément parmi d'autres, mais ça joue. Et évidemment, quand je vous donne ces éléments-là, alors ça ne comprend pas parce que fiscalité sur le patrimoine, on peut la prendre de différents niveaux. C'est soit strictement sur le patrimoine, ce que j'ai fait ici, ce que j'ai retenu ici, c'est-à-dire vraiment les taxes qui frappent directement le patrimoine. Et puis il y a certains instituts ou organismes qui prennent également les impôts qui frappent les revenus du patrimoine. Par exemple, impôt sur les dividendes. Nous ne l'avons pas fait ici. Mais ce qui frappe directement le patrimoine, c'est par exemple, outre ce que j'ai déjà évoqué, les taxes locales, l'ISF a disparu, mais il a été remplacé par l'IFI. Et vous savez que donc, le produit de l'IFI qui va être d'un peu moins de 2 milliards d'euros, a priori, plus que ce qui était initialement prévu, mais ils ont préféré avoir une bonne surprise. Donc, il y a un gain, puisqu'avant l'ISF, c'était 5 milliards, c'est vrai. Sauf que par exemple, la CSG qui va frapper essentiellement les retraités et les professions libérales et surtout les revenus du capital. Eh bien, l'augmentation de CSG qui frappe, simplement celle qui frappe les revenus du capital sans compensation, va être à peu près équivalente au montant du rapport de l'IFI. Donc, vous voyez qu'en fait, on fait un abandon d'un côté et on le rattrape de l'autre. Et puis, n'oublions pas les droits de donation et succession qui sont en France considérables. Je vous rappelle qu'en France, il n'y a un abattement à la base que de 100 000 euros par donateur et donataire. C'est bien 100 000 euros, mais c'est très peu de choses par rapport à ce qui se passe à l'étranger, surtout quand on sait qu'en ligne directe, je ne vais pas vous faire la revue complète, rassurez-vous, mais en ligne directe, on est à 45% au-delà d'1 800 000 euros de succession ou donation, 45%. Alors, juste pour vous le situer, en Allemagne, oui, en Allemagne, il y a des droits de succession qui ne sont pas négligeables. Ah oui, ils ne sont pas négligeables, mais ils sont bien moins importants qu'en France. C'est pourtant l'un des pays qui vient après la France. En ligne directe, en Allemagne, c'est abattement non pas de 100 000 euros, mais de 400 000 euros. Et c'est au maximum un taux de 30% et non pas 45%. Ah oui, sauf que chez nous, 45, c'est 1 805 000. En Allemagne, 26 millions. Au-delà de 26 millions, c'est à 30%, d'accord. Bon, on n'est pas dans la même cour. Et puis, je vous citerai par exemple l'Italie. L'Italie. Oui, ils ont des droits. Ils ont des droits en ligne directe, mais ils sont nuls jusqu'à 1 million d'euros et ils sont de 4% au-delà. Sans fin. Bon, je vous dirais aussi que beaucoup de pays n'ont pas d'impôt en ligne directe. Mais nous avons la totale. Alors, pas d'impôt en ligne directe? Oui. Oui, par exemple, le Canada, le Luxembourg, beaucoup de cantons suisses. Quand dans les cantons suisses, il y a un impôt, il est très généralement tout à fait modeste. La Russie, l'Autriche, etc., j'en passe et des meilleurs. Et donc, nous, on a la totale, on a encore l'IFI, et on a des droits de succession, donation, qui sont au maximum. Vous comprenez donc ce tableau. Alors, vous comprenez ce tableau, et nous avons d'ailleurs, nous, au niveau de l'IREF, je crois que j'ai mis... Oui, je l'ai mis après. Nous avons fait un calcul, l'IREF, c'est mon think tank, donc, enfin, le think tank que je préside. Je dis mon, vous savez, comme nous, on dit nos affaires pour les affaires de nos clients. Vous faites comme ça aussi, j'imagine.
L'IREF a fait un calcul très précis qui montre, et c'était avant la disparition de l'ISF, mais globalement, compte tenu de ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça ne change rien. Quand on regarde en France l'imposition globale alors là, j'y intègre, par exemple, les impositions des revenus du capital. Eh bien, les impositions du revenu du travail sont 5 fois inférieures, ou disons que pour avoir l'imposition des revenus du capital, on multiplie par 5 le taux d'imposition des revenus du travail. Et ça, personne ne le dit, on dit même habituellement l'inverse, c'est faux. Alors pourquoi est-ce que je vous ai dit qu'une atteinte à la propriété était toujours en même temps, puisque c'est ce que j'ai fait passer comme message, une atteinte à la personne? Eh bien, je cite cette phrase d'un économiste français qui s'appelle Bastiat, qui est très peu connu en France, qui est très connu aux États-Unis, par exemple, qui est un économiste formidable, agréable à lire parce qu'il écrit de manière très, très simple, lapidaire, c'est rapide, c'est facile à comprendre. Et justement, voilà l'exemple d'une phrase lapidaire pour montrer l'importance de la propriété pour la personne. On est né avec la propriété de sa personne et de ses facultés. La propriété est aussi naturelle que l'existence même de l'homme. En fait, ce qu'il veut dire par cette phrase synthétique, c'est que la propriété est essentielle à l'homme. Non pas qu'elle soit absolument nécessaire. On peut se passer de propriété. Ceux qui se passent de propriété volontairement, c'est très bien, c'est leur liberté. Il y a des moines qui préfèrent vivre sans propriété. Mais le développement humain a besoin de propriété. Je vais donner juste 2 éléments. Il y a un économiste péruvien très connu, De Soto, qui travaille à la Banque mondiale, qui a montré qu'un des moyens, parmi d'autres, de sortir les gens de leur bidonville, c'était de leur donner, ils sont sur des terrains qui sont sans droit ni titre. Ils sont occupés, puis ils se sont étendus. On a rétréci les maisons de tôle et le monde s'est accumulé. Et ils sont là. Et personne ne sait à qui est cette maison de tôle, sinon qu'ils disent c'est la mienne, mais non, ni droit ni titre. Et De Soto a dit, mais on va faire un essai, il l'a fait. On va donner un droit de propriété. Alors, s'il y avait un propriétaire, on va l'indemniser. Bon, mais on va donner le droit de propriété à ces familles qui sont là, ces familles ou individus qui sont là, de leurs 5 planches de tôle. Il y a 4 côtés et un toit. Je simplifie, évidemment. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait en disant, voilà, vous avez un droit. Alors, à quoi ça sert, ce droit? On leur a expliqué. Ce droit, ça va vous permettre d'aller voir un banquier et lui dire, moi, parce que maintenant, il y a un titre, et ça va se revendre. Moi, si vous voulez créer quelque chose, si vous voulez créer un petit commerce de pommes sur un chariot dans la rue, où vous soyez au Pérou ou ailleurs, ben, vous avez besoin de mettre quelques pesos ou quelque je ne sais pas quoi au départ pour acheter vos pommes, acheter votre charrette. Vous n'avez pas ça. Mais là, vous allez pouvoir aller trouver votre banquier et lui dire « je vous le donne en hypothèque. Et vous me donnez la somme qu'il me faut pour créer mon petit commerce. » Et ça a marché. Alors ça n'a pas marché pour tout le monde, bien sûr, mais ça a bien marché. Et De Soto a fait comme ça bonne œuvre dans beaucoup de villes. Et d'ailleurs, alors De Soto est considéré dans le monde des économistes comme un économiste libéral. Bon, alors vous allez dire, tiens, mais je vais vous citer un deuxième exemple de Madame Duflot, Esther Duflot, qui elle n'est pas véritablement considérée comme libérale. C'est une copine, si je puis dire, de M. Piketty, par exemple. Enfin bon, c'est donc dire que, vous voyez, elle n'est pas vraiment de la droite libérale. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai plaisir à citer Esther Duflot, qui a fait par ailleurs des travaux intéressants, qui ont été couronnés par le Nobel avec d'autres. Et qu'est-ce qu'elle dit dans ces travaux? Elle l'a rappelé dans un certain nombre d'articles. Elle dit notamment que ça ne sert à rien, et c'est très intéressant, ça correspond exactement à tout ce que je vous disais jusqu'à maintenant, et elle vient de le dire, ça, elle vient de le publier. Ça ne sert à rien. Elle fait des expériences de terrain partout dans le monde. Ça ne sert à rien de donner du revenu aux gens. Ben si, ça les sauve de la misère immédiate, bien sûr. Il faut aussi qu'ils mangent à leur faim. Donc c'est bien quand c'est nécessaire. Mais
dans le long terme, pour les sortir de la misère, ce n'est pas ça qui est important. C'est de leur donner un petit capital, de faire en sorte qu'ils l'obtiennent, en tout cas d'une manière ou d'une autre. Et ça confirme parfaitement les travaux de De Soto. Donc ça veut dire que la propriété, en fait, c'est le moyen financier de partir, de sortir, de commencer quelque chose. C'est encore beaucoup plus que ça. Parce que la propriété, pour celui qui l'obtient, le mieux c'est de l'obtenir en travaillant, mais on n'en a pas toujours la capacité, celui qui l'obtient, c'est de renforcer sa confiance en lui. C'est rassurant pour l'avenir, c'est rassurant pour ses enfants, c'est quelque chose qu'on pourra leur donner, qu'on pourra peut-être vendre pour payer l'université. C'est en fait un moyen de fondamentalement créer des vrais droits de l'homme. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nos révolutionnaires de 1789 ne s'y étaient pas trompés lorsqu'ils disaient, je vous cite l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme, que les propriétés sont un droit inviolable et sacré. Nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque nécessité publique, légalement constatée, l'exige, évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Alors, vous voyez, au fond, à partir de ce constat rapide, bien sûr, on pourrait en discuter très longtemps, et vous me permettrez de faire un petit peu de philosophie pratique, rassurez-vous. On m'a dit que j'avais 1 heure de temps, c'est ça? Je ne vais pas les lasser complètement? Non, ça va aller? Bon, merci. Il faut se poser la question suivante. Mais à quoi sert l'État? Il collecte des impôts pour nous rendre des services. OK, on l'a dit. Mais jusqu'où? Quelle est sa limite? Une question qu'on ne pose jamais, que plus personne n'ose poser. Elle est pourtant fondamentale. Quelle est la limite? Et je crois que là, véritablement, ça pose une question encore plus fondamentale. Mais qu'est-ce qui est important? C'est l'État ou c'est l'homme? Et j'espère qu'avec moi, vous répondrez, ben, c'est l'homme, évidemment. L'État n'est pas là pour l'État. L'État est là pour nous. Il est là pour que nous nous développions. Ce qui est important, c'est que l'État nous permette de nous développer nous-mêmes. Au fond, le vrai but de l'État devrait être, et personne ne le dit, la liberté des individus, permettre que chacun puisse se développer librement dans son pays. C'est-à-dire, alors je dis personne ne le dit, beaucoup de gens l'ont dit, on ne le dit plus suffisamment aujourd'hui. Beaucoup d'économistes, beaucoup d'historiens, beaucoup de philosophes l'ont dit. Oui, le but de l'État, c'est d'assurer d'abord la sécurité intérieure, extérieure. Ça, c'était les vieilles notions régaliennes, les devoirs du roi régalien. Aujourd'hui, je suis d'accord pour dire qu'on peut forcément aller un peu plus loin. Prenons l'exemple de l'éducation. Oui, c'est assez logique que l'État s'assure que tous les enfants qui sont des incapables, ils n'ont pas la capacité de se diriger eux-mêmes, ils n'ont pas les moyens de faire le choix, éducation ou pas éducation. Donc il est assez logique que l'État s'assure qu'il n'y ait pas de mauvais parents qui n'assurent pas l'éducation de leurs enfants. Est-ce pour autant qu'il faut que l'État, à des prix astronomiques, une petite parenthèse, quasiment, c'est pas tout à fait vrai, quasiment, et je peux vous donner des chiffres précis si vous voulez, un élève dans l'enseignement privé, comparé au même élève dans l'enseignement public, c'est 2 fois moins cher. Alors pourquoi faut-il que l'État assure toute la logistique de l'éducation? Il a le rôle d'assurer que tout le monde est éduqué normalement et au mieux, que tout le monde a toute sa chance. Mais il n'a pas besoin d'acheter des immeubles ou de les faire construire, de payer des profs, etc., qu'il s'assure que ce soit fait, et simplement, quand il y a carence, qu'il le fasse. Et c'est parce qu'il le fait, à la place de nos initiatives, que ça devient très cher, et que ça vient au-delà de ce qui serait souhaitable. Parce que non seulement là, il ne respecte pas notre liberté, mais il vient bientôt nous imposer une sorte d'égalité. C'est mon dernier ouvrage de l'éloge de l'inégalité, qui est provocateur, mais qui l'est en réalité beaucoup moins dans le texte que dans son titre. Mais
pour expliquer ça, justement, que, en fait, en voulant s'assurer lui-même de l'éducation, des programmes les mêmes pour tous, y compris dans ce qu'on appelle encore privé, qu'il est de moins en moins, parce que je considère que les établissements privés sont sous un contrôle de plus en plus étroit, mais en imposant des programmes qui soient les mêmes pour tous, des règles qui soient quasiment les mêmes pour tous, etc., et des diplômes de pacotille, parce qu'on veut les donner à tous, pour ne peiner personne, en réalité, on crée l'inégalité à force de vouloir assurer l'égalité, et on crée l'inégalité au détriment du bien-être de tous, puisque ça pèse sur la croissance et sur le sentiment propre de chacun qui est dépossédé de ses propres moyens. En fait, l'État est au service des individus. Ouais. L'État est au service des individus, mais hélas, il l'est de moins en moins. Il l'est de moins en moins parce que, en réalité, l'État pense qu'il est de son devoir de faire le bien. Et je crois que c'est ça la vraie difficulté. L'État s'est mis dans la tête que c'était à lui de faire le bien plutôt que de considérer, comme il me paraît qu'il aurait été normal de continuer, car ça a été fait antérieurement, de considérer que le rôle de l'État, c'est de permettre à chacun de faire le bien, à commencer par le sien propre. Nous devons tous commencer par faire notre bien pour le faire, si possible, si on croit devoir le faire, le mieux possible pour les autres. Mais ce n'est pas à l'État de nous dire quel est notre bien. L'État peut essayer d'empêcher le mal. C'est plus facile d'être négatif. J'essaye d'éviter, oui, bien sûr, c'est tout le droit pénal. J'empêche ou je punis le crime, le délit, etc. J'essaye d'éviter l'extrême pauvreté, d'en sortir par les meilleurs moyens qu'on peut trouver. L'inéducation, l'absence d'éducation, tout ce qu'on a dit. Mais aller faire le bien devient bientôt la tyrannie du bien. C'est l'État-providence qui, en fait, crée la tyrannie du bien qui est nuisible à l'homme lui-même, pour les raisons que j'ai indiquées. C'est-à-dire qu'en fait, il va infantiliser. Quand on dit aux gens, mais vous avez droit à tout, ne vous en faites pas, on paye votre logement. Alors, ce n'est pas tout le logement pour tout le monde. Vous ne payez pas d'impôt. Il y a quand même 56% de gens qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, et qui, d'ailleurs, pour cette raison, étaient déjà en tout ou en partie exonérés de taxe d'habitation. On a dit on vient supprimer la taxe d'habitation. En réalité, il y a beaucoup de gens qui déjà en étaient exonérés d'une partie, quand ils ne payaient pas d'impôt sur le revenu, et parfois de la totalité. Et on leur dit, vos enfants à la cantine, on paye pour eux. On leur dit, etc. Ils n'ont plus de responsabilité. Et on le sait bien, beaucoup d'entre vous ont des enfants. Quand on déresponsabilise les enfants, eh bien, ils en demandent toujours plus, puisqu'ils ne le payent pas, entre guillemets. Ils n'ont pas le souci, le devoir, le mérite de l'obtenir. Alors, si c'est gratuit, c'est toujours plus. On infantilise. Et en fait, en infantilisant, on va en même temps créer, au nom de l'égalité d'ailleurs, de plus en plus d'inégalités et de décroissance. Alors, un exemple que j'aime bien donner, c'est l'exemple des niches fiscales et sociales. En France, la France est de ce point de vue-là un champion du monde aussi. Il est champion du monde en beaucoup de choses en la matière. Au moins, on peut se glorifier de ça. Les niches fiscales, donc tous les avantages qu'on accorde à des catégories particulières sur le plan fiscal, elles sont notées pour plus de 90 milliards d'euros dans la loi de finances annuelle. Ça c'est monté d'ailleurs au-dessus, puis ça a été un peu réduit, notamment parce que, par exemple, il y a tous les abattements de taxes d'habitation qui ont disparu. Voilà un exemple. Donc on est à un peu plus de 90 milliards aujourd'hui, sur le papier, dans la loi de finances. Sur le plan des niches sociales, c'est-à-dire les abattements, les catégories spéciales, les privilèges en matière de cotisations, etc., d'avantages sociaux, on est aujourd'hui à 66 milliards. Il y a 10 ans, on était à 33. C'est vous dire que ça a été doublé en 10 ans. Mais la Cour des comptes vient de faire une étude qui dit non, ce n'est pas 66, c'est à minima 90, et on pense même que c'est plutôt 100. C'est-à-dire 50% de plus. Et en matière fiscale, là où on lit 90 dans la loi de finances, moi je fais, pour des raisons que je peux vous expliquer, la même analyse, chiffres à l'appui, parce qu'il y a beaucoup de vraies niches
qui ne sont pas comptées, parce qu'on considère que c'est des dépenses normales, parce que c'est la norme habituelle depuis longtemps. Donc on ne les compte pas. Et si on compte tout ça, on arrive à considérer qu'en France, aujourd'hui, on a un coût de nos niches fiscales et sociales, c'est-à-dire tous ces privilèges, de 235 milliards d'euros. Loi de finances pour 2020. J'ai pris les chiffres, loi de finances pour 2020. 235 milliards d'euros. 235 milliards d'euros, je vais vous le situer, mais vous savez ce que c'est. C'est plus que le produit de la TVA et de l'impôt sur le revenu. 235 milliards d'euros, c'est 95% du budget de l'État si on déduit de ce budget ce que l'État reverse à l'Europe et aux collectivités locales. C'est-à-dire le budget propre de l'État, c'est 245 milliards. Donc là, 235, c'est 95%. Ça veut dire que pratiquement, l'État doit donner un euro pour en prélever un. On est dans un système totalement aberrant, sachant que ces niches fiscales et sociales, c'est un avantage accordé aux uns, toujours au détriment des autres. Car celui qui ne va pas payer sa cotisation comme l'autre, ou son impôt comme l'autre, globalement, comme il faut payer les dépenses de l'État, c'est l'autre qui le paiera. Donc en réalité, on est en train de bâtir un système qui, au nom de l'État-providence, car c'est l'État qui fait, par sa tyrannie du bien, c'est l'État qui décide qu'il faut donner un peu d'argent à l'un, exonérer l'autre d'un de ses devoirs, notamment fiscaux, etc. Et donc, ces décisions de l'État, en fait, créent une très grande inégalité entre nous tous, puisque les uns vont chercher les niches, en vivre, et d'autres non, etc. Et en plus, l'État va finalement chercher à décider pour nous, c'est-à-dire attenter à notre liberté. Et tout ça va, en réalité, créer je ne vais pas appeler ça de la méfiance, c'est de l'inconfiance, un défaut de confiance, qui, comme je vous l'ai raconté précédemment, va peser globalement sur la dynamique, l'envie d'avancer des Français. Alors, ceci étant, faut-il être pessimiste? Y a-t-il des solutions? Et oui, je pense qu'il y a des solutions. Alors, vous voyez, il y a des solutions. Quelles solutions? Eh bien, je pense qu'il y a des solutions. Il y a des solutions pour revenir à des prélèvements raisonnables. Alors, des prélèvements raisonnables, comment est-ce qu'on peut revenir à des prélèvements raisonnables? Il y a plusieurs moyens. Mieux gérer les dépenses. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de l'éducation. Mais pourquoi est-ce que l'État ne dirait pas tout le monde est obligé d'avoir ses enfants à l'école, ou qu'ils soient enseignés, avec un programme de base qui soit comme ci et comme ça, mais chacun le met dans les écoles qu'il veut. Et au lieu, pour respecter son obligation, son souci qu'il doit avoir, que les enfants soient enseignés, qu'il donne à chaque famille ou à chaque éducateur un bon scolaire, que la famille donnerait à l'école, donc la famille ne paierait pas plus qu'aujourd'hui. Sauf que si on se met sur le standard des écoles privées, on paierait beaucoup moins cher, et ça nous coûterait beaucoup moins cher. Alors, il y a donc une meilleure gestion des dépenses. Je donne cet exemple, on pourrait en citer beaucoup d'autres. Il y a, et c'est plus difficile, probablement à repenser notre système de dépenses sociales. Parce que, au fond, quand on regarde bien, l'État lui-même, j'ai dit 246 milliards à peu près, 245 milliards de dépenses globales hors collectivités locales et Europe, c'est à la fois beaucoup, évidemment, en absolu, et globalement, pour un pays comme la France, qui a besoin d'être une puissance dans le monde, etc., ce n'est pas si considérable que ça. Donc, ce n'est pas forcément le budget de l'État qui pèse. Ce qui pèse le plus, vous l'avez vu au début de mon propos, ce sont les dépenses sociales. Alors, je vais vous en donner juste l'appréhension. Et vous allez voir, vous ne vous en rendez pas compte. Ces dépenses que j'ai dites régaliennes tout à l'heure, celles qui concernent l'armée, la police, et on va y ajouter la justice.
Elle représente dans le budget de la France 2,4% en 2020, 2,4% du PIB. Justice, armée, police. Donc ça comprend la gendarmerie, puisque c'est l'armée. Donc sécurité, justice. C'est 12 fois inférieur aux dépenses sociales. Est-ce qu'il est logique que la grande machine de l'État consomme 12 fois plus de ses dépenses, de son énergie, de sa politique, à entretenir les gens socialement, plutôt qu'à leur permettre de vivre dans un pays libre? Moi, je ne le crois pas. Je pense qu'il faut arriver à modifier ces paramètres, à les faire évoluer. Et ça, évidemment, c'est compliqué, mais je crois que c'est possible. J'en donnais une piste à l'instant, et je pense qu'il y en a d'autres, mais je ne veux pas non plus allonger par trop mon propos. Alors, il faut qu'il y ait donc moins de dépenses publiques. Moins de dépenses publiques, ça veut dire aussi qu'il faut que dans un certain nombre de cas, les gens se prennent en main eux-mêmes et en leur permettant de se prendre en main, en les aidant d'ailleurs. Je ne dis pas qu'il faut faire ça du jour au lendemain, ni qu'il faut le faire pour tous, car tous ne sont pas capables, mais beaucoup plus de gens sont capables qu'on ne le dit, et on les rend incapables en les assistant à l'excès. Et je ne dis pas qu'il ne faut assister personne. Mais il faut leur apprendre à se prendre en charge eux-mêmes, et l'exemple de l'éducation en est un bon. Il faut pour cela, notamment, qu'au niveau aussi des prélèvements, chacun ait conscience de ce que ça coûte. J'ai dit 56% des Français exonérés, ou peut-être même 57% maintenant, d'impôt sur le revenu, puisqu'on a, en 2020, augmenté encore un peu le nombre de gens exonérés. Donc, et vous avez vu d'ailleurs, c'est extraordinaire, le vice du raisonnement, le vice naturel du raisonnement. On commence, il y a quelques années, sous Hollande, il y a très peu d'années, à dire on va relever la tranche d'entrée dans le niveau de l'impôt. Donc, on était à 48% de personnes imposables, et on augmente un peu le seuil d'entrée dans l'imposition sur le revenu, et on passe à 46%. Et on passe, on en avait 48%, et on passe à 44%, voilà, à peu près. On avait 48, on passe à 44. Mais alors, évidemment, puisqu'on a augmenté le seuil d'entrée, il y a des gens qui rentrent dans l'impôt sur le revenu, puis ça leur fait tout de suite un peu plus mal, puisqu'ils ont un revenu supérieur. Là où ils rentraient en commençant à payer 20 €, ils en payent 35. Ben oui, c'est parce qu'on les a exonérés un peu plus longtemps. C'est parce que, de toute façon, ils en payent un peu plus, mais ils restent quand même exonérés, simplement comme ils ont augmenté leur revenu, qui rentrent dans l'impôt, ils vont payer tout de suite un peu plus. Ben oui, on oublie que si on revenait au système antérieur, ils paieraient encore plus. Alors on dit, non, il faut qu'ils rentrent plus doucement dans l'impôt. Et donc, on va créer un système absolument complexe qui va avoir des abattements qui vont permettre donc d'adoucir l'entrée et donc de faire en sorte qu'il y ait encore moins de gens qui payent l'impôt sur le revenu. Vous voyez le vice du système. Mais, ceci dit, il faut donc que, si possible, l'impôt soit payé par tous. Et moi, alors, vous allez me dire, tout le monde paye des impôts. Quasiment, en tout cas. Bien sûr, parce qu'il y a la TVA. Même si elle est faible sur les produits de première nécessité, il y a la TVA. Mais la TVA, personne ne se rend compte qu'il la paye. Quand il n'y a plus d'impôt sur le revenu direct, quand il n'y a plus d'impôt sur le revenu des collectivités, quand il n'y a plus d'impôt sur des collectivités locales direct, impôt direct des collectivités locales, les gens ne se rendent pas compte qu'ils payent l'impôt. Et s'ils ne se rendent pas compte qu'ils payent l'impôt, ça contribue à ce que j'appelais leur infantilisation. Et je pense qu'il serait souhaitable que tout le monde paye un minimum, 1% de leurs revenus. 0,5%, ça m'est égal, mais quelque chose. Et non seulement ça, mais comme l'impôt n'est pas payé par tous, on aboutit aujourd'hui à ce que je vais appeler, j'ai parlé tout à l'heure de la tyrannie du bien, mais là, c'est la tyrannie de la majorité. Car en fait, on a une majorité de gens qui ne payent pas l'impôt et qui votent l'impôt des autres. Ah, mais c'est tellement facile de payer l'impôt des autres.
C'est d'ailleurs pour ça que l'ISF avait et a toujours beaucoup de succès. Parce que ce ne sont pas ceux qui le payent qui le votent. Et de loin. Et moi, je suis admiratif d'ailleurs. Il y a encore, quand il y a eu le passage là, à l'IFI, il y a eu pas mal de statistiques de sondages, et on trouvait encore, selon les sondages, entre 25 et 35% de Français, dont 80 ou 90% d'entre eux qui ne payaient pas l'ISF, qui disaient non, non, il faut supprimer l'ISF. Moi, j'étais admiratif. Vraiment des gens intelligents et courageux. Mais il est souhaitable que tout le monde paye un minimum d'impôts, et non seulement ça, mais que toute augmentation ou baisse de l'impôt soit liée entre les tranches, s'il y a plusieurs tranches. Pour que celui qui ne paye qu'1,5%, quand il veut augmenter celui qui en paye 25 ou 30, moi je suis plutôt pour une flat tax, un impôt unique pour tout le monde, sauf peut-être au-delà d'un certain niveau, avec un minimum pour le... Mais qu'on ne puisse pas changer l'impôt du haut sans changer l'impôt du bas, que tout le monde soit responsable. Et puis, il faudrait un impôt neutre. Qu'est-ce qu'on appelle un impôt neutre? Justement, ce que je disais à l'instant. Un impôt qui, le plus possible, laisse les situations inchangées. Le rôle de l'impôt n'est pas de redistribuer. L'État peut redistribuer, c'est son choix, c'est un choix politique. Ce n'est pas à moi ni à nous, on peut militer pour une chose ou pour une autre, mais nous sommes citoyens d'un pays démocratique. Si une majorité dit qu'il faut redistribuer aux uns ou aux autres, on peut le comprendre. Mais que la redistribution soit claire, qu'elle ne se fasse pas au travers de taux d'impôt impossibles à comprendre parce qu'ils sont finalement modifiés par de si nombreux abattements, exonérations, etc., qu'on ne sait plus où on en est. Il y a toutes ces niches, etc., etc. Les cotisations sociales elles-mêmes, on le voit bien d'ailleurs dans le débat retraite d'aujourd'hui, deviennent de plus en plus des moyens de redistribution. Ce sont devenus des impôts, et des impôts redistributifs. En réalité, l'impôt, normalement, il est là pour nourrir l'État ou les collectivités publiques, leur donner les moyens. Il n'est pas là en tant que tel pour redistribuer déjà derrière que les collectivités, que les autorités publiques assument leurs responsabilités en redistribuant clairement, comme elles l'entendent, selon une politique définie au niveau national ou local, selon les cas. Donc un impôt neutre, c'est l'impôt qui modifierait le moins possible les situations entre les gens. À cet égard, par exemple, on pourrait dire que l'impôt sur le revenu modifierait moins les relations entre les différents types de contribuables si l'impôt était proportionnel plutôt que progressif. Ce qui ne veut pas dire que les plus riches ne paieraient pas plus, car s'ils payaient proportionnellement, comme on le fait, il y a 35 pays dans le monde qui pratiquent l'impôt sur le revenu proportionnel, ce qu'on appelle la flat tax, eh bien, ils paieraient quand même leur impôt, plus que les autres, puisque proportionnellement, ils paieraient plus. Mais comme ce serait proportionnel, finalement, en proportion, le rapport resterait le même. Et puis, donc, ce serait en même temps, et ce serait un avantage, un impôt simple. L'impôt proportionnel, d'ailleurs, non seulement il est neutre, mais il est simple, et en plus, il est conforme à la déclaration que j'ai déjà citée de 1789. Je vous la cite. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. D'accord, c'est ce qu'on a dit. Un impôt pourrait donc être payé par tous. Ah ben non, mais pardon, je vais trop vite. Je vais trop vite et j'ai pas pris la déclaration. Je l'ai pas la phrase, je l'ai pas, c'est pas grave. L'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme dit en gros que cette contribution, elle est indispensable pour l'État et qu'elle doit être payée par tous à proportion. En fait, le terme n'est pas celui-ci, mais il voulait dire en français, à raison, et pardon, voilà, merci, j'avais oublié, à raison de sa capacité contributive. Et quand on regarde le français littéraire et technique de la fin du XVIIIe, le mot « à raison » veut dire « en proportion ». Donc on a en fait détourné notre Constitution, puisque la Déclaration de 1789 est inscrite dans notre Constitution et devrait être respectée. Et je vais en finir par là. Justement, en restant sur la fin de ce XVIIIe siècle peut-être, puisque je vais vous citer Turgot. Turgot qui fut un ministre de Louis XVI
et qui dit au roi, ce fut sa lettre de prise de fonction, qui dit au roi, je l'ai résumé ici, je crois. Alors je vous ai mis le résumé, mais je vous cite, ce n'est pas très long, ce qu'il dit dans sa lettre du 24 août 1774. Point de banqueroute, ça veut dire de faillite. Point de banqueroute ni avoué ni masqué par des réductions forcées. Des réductions forcées, ça veut dire, au fond, des impôts forcés, des impôts obligatoires. Point d'augmentation d'impôts. La raison en est dans la situation des peuples, et encore plus dans le cœur de votre majesté. On pourrait dire dans la raison de l'État aujourd'hui. Point d'emprunt, et Dieu sait que nous ne cessons d'emprunter, puisqu'on a dépassé aujourd'hui un volume d'emprunt supérieur donc à notre PIB. Point d'emprunt parce que tout emprunt diminue toujours le revenu libre, la liberté du souverain. Il nécessite au bout de quelque temps ou la banqueroute, la faillite, ou l'augmentation d'imposition. Il ne faut en temps de paix se permettre d'emprunter que pour liquider des dettes anciennes ou pour rembourser d'autres emprunts faits à un denier plus onéreux, ce qu'on fait aussi d'ailleurs. Pour remplir ces 3 points, il n'y a qu'un moyen, c'est de réduire la dépense au-dessous de la recette. Vous voyez que le monde des hommes ne change guère. Il faut sans cesse se battre pour le remettre à l'endroit. Le roi ne l'avait pas écouté. Puisse l'État aujourd'hui nous entendre. Je crois que c'est peut-être le message que je voulais vous délivrer. Je vous remercie.